Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous vouliez un politique, on en a un à vous proposer. C'est vrai que cette rentrée a été un peu diversifiée. Vous ne vouliez pas tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Vous savez que nous avons 3 années de politique, avec des élections municipales, des élections présidentielles, des élections législatives et la fameuse élection à la CTM. Justin Panfil a décidé que ce serait lui le premier qui viendrait, qui accepterait notre invitation. Monsieur le maire du Lorrain, monsieur le président de l'Association des maires de Martinique, bienvenue. Merci monsieur Marajo, et puis je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il paraît qu'il y avait une assiette pour vous, des fourchettes, des couteaux à l'Élysée, et que vous avez refusé de venir non. au dîner. Alors, je vais quand même rappeler le nom de ce dîner. Ça a eu lieu le 30 septembre, donc il y a quelques jours. C'était un mardi soir, le fameux dîner pour l'évolution institutionnelle. Et ça vous a dérangé fortement? Non, non, pas du tout, monsieur Marajo. Je ne sais pas d'où vous prenez vos sources, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait effectivement une invitation, comme d'habitude, pour le président de l'Association des maires de Martinique, qui était donc représenté, puisque mon premier vice-président, en l'occurrence M. Fred Michel Thirault, a représenté l'Association des maires. Mais ce n'était pas lui qui était invité. Mais il est le premier vice-président de l'Association des maires. Et si le président est empêché, ouais. Ben écoutez, on a une organisation qui nous permet de pouvoir nous faire représenter. Et en l'occurrence, je sortais de Paris, puisque j'étais au congrès la semaine d'avant, au congrès HLM, donc, ouais. où j'ai signé avec l'Union sociale de l'habitat une convention. Donc je ne pouvais pas arriver et repartir. Non, mais vous auriez pu rester. Non, non, non. Un petit week-end, tranquille. Non, mais être sur le territoire en Martinique et m'occuper des dossiers du Lorrain était relativement important. Alors aussi, autant que l'autonomie. Ça s'appelle de la langue de bois pure et dure, non, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette option d'évolution institutionnelle. Non, c'est pas, non. C'est pas que je ne sois pas d'accord. On a fait un sondage avant de partir pour l'Élysée. Fred Michel Thirault, on a organisé une rencontre avec un certain nombre d'élus communaux qui ouais. ont répondu présents à cette invitation, et on les a sondés ouais. pour aller vérifier quelle était leur position. C'est quoi le résultat? Je vais vous le dire. Je ne suis pas la représentation de moi-même, ni Fred Michel d'ailleurs. Nous sommes une association qui représente un certain nombre de collègues. Ceux qui ont accepté de participer à cette réunion ont donné leur position. Ouais. La position aujourd'hui, elle est simple et elle est claire. Aucun élu n'est contre la responsabilité. Aucun élu n'est contre l'idée d'avoir une progression dans les responsabilités qui nous sont données. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment pour, je dirais, cette démarche en lien avec l'évolution institutionnelle. Alors, pourquoi se poser la question en permanence? Mais parce que c'est essentiel. C'est essentiel parce que on est bien d'accord qu'à la fin de tout ça, il y aura un vote. Bien sûr, le référendum, la consultation des habitants. Mais si vous êtes serein sur le résultat du référendum, pourquoi ne pas participer tranquillement en sachant qu'aujourd'hui encore, nous aussi on a fait des études, la très grande majorité des Martiniquais sont opposés à une évolution institutionnelle. Mais aujourd'hui, quand on leur pose la question, les choses sont assez manichéennes. C'est soit l'autonomie, soit l'indépendance. Mais il peut avoir d'autres formes d'évolution institutionnelle. Monsieur Marajo, je suis serein. Je n'ai aucune forme d'inquiétude tant que la démocratie s'exprime, tant que les gens disent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, ils le disent. En 2010, ils l'ont dit, et certainement, quand ils seront sondés, ils vont le réexprimer. Non, je suis serein. Le débat, on va dire aujourd'hui, tel qu'il se pose, c'est un débat nécessaire parce que dans la réflexion, c'est que nous travaillons à la fois pour le présent et nous travaillons pour le futur. Ouais. Travailler pour le futur, c'est de permettre en fait que sur les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, eh bien que nous puissions donner les leviers pour sortir de ce que j'appelle d'impasse. Par contre, ce que les Martiniquais disent, c'est régler le quotidien. Comment voulez-vous que les gens puissent nous faire confiance s'ils ont l'impression que le quotidien n'est pas géré?
s'ils ont l'impression que l'eau ne coule pas dans les robinets, que les abribus ne sont pas posés, que sur la question du transport, les bus ne roulent pas, je vais continuer à égrener les difficultés. Les déchets. Aujourd'hui, on a une grève. Les coupures de courant. Les coupures de courant intempestives parce qu'il y a un délestage, etc., etc. Moi, je pense très sincèrement que je ne veux pas opposer, je n'opposerai jamais la question de la responsabilité et qui peut s'appeler autonomie, indépendance, article avec un numéro qu'on pourra lui donner, recomposé, reconstruit, et puis celui de la gestion du quotidien qui concerne le présent des gens, le moment... Mais pourquoi on fait toujours un lien entre les deux alors? Non, moi je n'ai jamais, en tout cas pour ce qui me concerne, Ouais. je ne ferai jamais de lien entre la résolution des problématiques auxquelles les Martiniquais sont confrontés avec la question de l'évolution statutaire. Faire ça, c'est couillonner les Martiniquais. Je pense très sincèrement qu'il y a des problèmes qu'il faut régler, il y a des perspectives d'évolution qu'il faut poser. C'est comme la CTM. Au moment où on a dit aux Martiniquais qu'on va faire une collectivité unique en regroupant le Conseil général et le Conseil régional, et ça va régler un certain nombre de problèmes. Il n'y en a jamais eu autant depuis que les deux collectivités sont réunies. Par contre, moi, ce que je dis, je n'opposerai jamais ces deux choses-là parce que nous ne sommes pas dans la même temporalité ni dans la même perspective d'organisation et de réalisation d'un mode de gestion. Il faut travailler sur la question de la responsabilité parce que ça concerne les Martiniquais demain et les générations futures, mais il faut urgemment régler les problèmes du présent. Alors, on est mal parti sur cette histoire de régler des problèmes urgents. Alors, on va prendre quelques exemples. Je vais vous laisser tranquille avec cette histoire d'évolution institutionnelle. L'eau. Oui. C'est vous le premier qui avez cité cette thématique. Alors, on a quelque chose de totalement inédit. On a une grève pour une espèce de prime de bienvenue qui doit être partagée par tous les salariés, mais qui était réservée aux salariés arrivant dans l'entreprise SOR en lien avec leurs anciennes appartenances à la SME. Et puis, on s'en sort avec une espèce de cadeau, appelons ça comme ça, de 5 000 € de prime. Donc, ces 5 000 € viennent contenter, semble-t-il, une partie des salariés et rendre encore plus heureux ceux qui avaient reçu 3 000 € de prime. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais vous répondre de manière très honnête et très directe. Et je ne ferai pas de langue de bois. Je suis hostile aux deux. Je suis hostile aux deux. Hostile à la prime de bienvenue. Je trouve ça complètement absurde. C'est une tradition. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, cette tradition. Je pense que beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises qui sont embauchés dans des entreprises seraient heureux ou heureuses d'avoir une prime de bienvenue parce qu'on les embauche. La première chose qui satisfait quelqu'un qui est demandeur d'emploi ou qui cherche un travail, c'est de pouvoir travailler. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, imaginons qu'on accepte de donner une prime. Dans la poche de qui on prend cet argent? C'est dans la poche des usagers. Nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que la vie soit moins chère. Si il faut impacter, je parle des 3 000 €, s'il faut impacter cette prime sur la facture des usagers, je suis contre. Parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a deux choses que les gens disent. Il faut un tarif social de l'eau. Ça, c'est une certitude au regard de la situation économique et de la situation de bon nombre de Martiniquais qui ont de l'eau dans leur robinet. Et la seconde chose, c'est que je ne peux pas participer à l'augmentation de la vie. Sauf que les syndicats, ils font leur rôle, ils sont dans leur jeu de dire je demande. Mais si la direction de la SOR répond à leur demande, eh bien, je pense que la culpabilité n'est pas dans le sens de celui qui a demandé, c'est dans le sens de celui qui a accordé. Pour les 5 000 €, c'est pire, parce qu'au bout du compte, sur quelle base a été calculée une prime de 5 000 €? Et puis c'est les termes qui ont été reportés dans la presse. C'est pour acheter la paix sociale. On achète la paix sociale, c'est la réconciliation. Je suis désolé, la loi est claire, les textes sont clairs. Il y a des jours de grève qui ont été réalisés. Il y a une négociation qui est en cours pour savoir comment on paye ou pas les jours de grève. Est-ce qu'on les échelonne? Il y a des jurisprudences en la matière. En fait, on achète la paix sociale, mais on achète potentiellement le silence. Non, moi je crois que, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans notre pays. On ne peut pas autant parler de responsabilité à tous les niveaux, syndical, politique, et puis on a l'impression qu'il y a une entreprise qui envoie un mauvais message et un mauvais signal, je dirais, à l'économie martiniquaise de manière dans son ensemble. La paix sociale ne s'achète pas. Parce que là, ça va faire jurisprudence. Là. Mais bien évidemment, je me mets à
la place de tous les syndicats qui observent ce qui est en train de se passer là et qui parfois ont eu à faire grève et se sont retrouvés à négocier l'étalement des jours de grève pour qu'ils ne soient pas complètement retirés de leur salaire. Et puis là, vous avez en face un message qui dit « je vous donne 5 000 euros ». Mais pourquoi on ne dédommage pas les habitants qui n'ont pas eu d'eau dans leur robinet? Les hôpitaux? Pourquoi on ne dédommage pas l'hôpital où il y a des malades, des patients qui ont été en souffrance, qui se sont lavés avec des bouteilles d'eau? Pourquoi on ne dédommage pas l'hôpital et qu'on ne lui donne pas les moyens de rectifier le tir? Non, je pense qu'il y a peut-être eu alors, j'ai compris qu'il y avait un protocole qui avait été mis sur la table. Les 5 000 euros en faisaient partie. Évidemment que si j'étais à la place des syndicalistes, j'aurais signé. Mais je suis désolé, la place que j'occupe actuellement fait que je pense que c'est une erreur de l'entreprise que de vouloir acheter la paix sociale avec en face de cette entreprise des personnes qui souffrent du manque d'eau dans leur robinet. Alors, l'eau au Morne Capot, depuis des années, on n'en a pas, les gens sont excédés. Puis là, on dirait que vous avez trouvé une solution. Non, il n'y a pas de solution de trouver pour le Morne Capot. Vous savez, je suis du Morne Capot, j'ai grandi là. Et gamin, il y avait déjà des problèmes d'eau. C'est dû à quoi? Réseau. Le problème du réseau dans un premier temps. Quand on avait eu les premiers problèmes, on est allé à la CTM. La CTM avait voté une enveloppe. Cap Nord avait pu réaliser 1,8 km à peu près. Ça, c'est récent, hein? Non, ça, c'est il y a à peu près peut-être 1 an ou 2 ans de ça. Mais c'est la chimie, ça? Oui, bien sûr. C'est le président du conseil exécutif actuel. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'usine qui se trouve à la Grange, c'est l'usine du Lorrain, la Durand. Chaque fois qu'il y a des pluies importantes, vous avez un problème de ce qu'on appelle de turbidité de l'eau. La turbidité, c'est l'eau devient jaunâtre, et donc elle n'est pas exploitable et traitable. C'est lié à la terre qui est dedans. C'est lié à la boue et à la terre. Donc l'usine s'arrête automatiquement. Mais comme les réservoirs qui sont en hauteur, à Carabin, à Bon Repos, à Acier, à Morne Capot, Morne des Gras, ne sont pas alimentés par l'usine de Vevey. Donc l'usine est à l'arrêt, donc les réservoirs ne sont pas remplis. Et c'est ensuite une course contre la montre. Mais comment se fait-il que Vevey soit à proximité immédiate de Morne Capot, en bas de Morne Capot, en aval de la rivière, que cette usine ne puisse pas alimenter? Parce que l'usine, de mémoire, l'usine de la Durand, donc de la Grange, c'est une usine qui a une histoire, et cette usine a toujours alimenté la zone. Donc, et c'est une eau d'excellente qualité, je vous l'assure. Par contre, l'usine d'eau potable de Vevey est venue bien après, à l'époque construite par le président du Conseil général de l'époque, Claude Lise. Et cette eau, en fait, alimente à peu près 150 000 foyers dans le nord. Toute la Martinique. Quasiment toute la Martinique. J'ai proposé, il n'y a pas très longtemps, en sous-préfecture, lors d'une réunion avec la SOR, la sous-préfète, la CTM, qu'il y ait un piquetage qui soit fait du côté de Morne-Savon pour alimenter le réservoir. Rappelez-nous, pour les gens qui nous écoutent, dans cette émission, on essaie de faire un peu de pédagogie. Un piquetage? Le piquetage, c'est que vous avez une grosse canalisation 800, celui qui avait pété à Séguineau. Il y a une canalisation 800 qui traverse pour aller vers le sud, et particulièrement vers Trinité. Cette canalisation-là, elle passe sous un quartier qui s'appelle Morne-Savon. J'ai dit qu'on pouvait imaginer qu'il y ait un piquetage à Morne-Savon, et quand il y a un problème sur la Durand... Vous n'avez toujours pas expliqué ce qu'on appelle un piquetage. Le piquetage... on fait un trou dedans. On fait un trou, on récupère de l'eau, et puis on réinjecte ce lot avec un surpresseur sur les réservoirs, et ça permet effectivement d'alimenter les réseaux. Maintenant, ça a un coût. Moi, je pense que les habitants du Morne Capot, ils ne sont pas des sous-habitants. Il faut qu'on leur donne de l'eau. Et il faut que le plan qui avait été imaginé à l'époque de reprendre les réseaux puisse continuer. S'il faut que la CTM nous accompagne, comme elle l'a accompagné Cap Nord, notamment sur les premiers 1,8 km, il faut le faire parce que l'eau, c'est la vie. Mais on ne peut pas supprimer l'eau chez les gens. Est-ce qu'il faut que chaque fois qu'ils ont ce problème, ils aillent... barrer l'usine? Est-ce que les gens sont obligés de barrer les usines maintenant pour qu'on leur donne de l'eau? Non, je ne vais pas. Monsieur Marajo, je vais faire une distinction entre ceux qui barrent l'usine parce qu'ils crient leur douleur qui n'est pas entendue. C'est tout à fait légitime. Attendez, qui crient leur douleur et qui n'est pas entendue. Et je fais la distinction avec ceux qui vont faire ce que j'appelle du sabotage, parce qu'on ne leur donne pas leur prime de 3 000 euros. Ah non, mais on est sur deux problèmes différents. Non, mais moi, vous savez, je dis les choses pour que les gens l'entendent. Et je veux que les gens entendent. Pour moi, il y a deux choses. Le sabotage et celui qui dit « je souffre, entendez mon cri ». Morne Capot dit « entendez mon cri ».
Il y en a qui entendent et puis d'autres qui ne veulent pas entendre. Et puis on dit que c'est le maire qui ne donne pas de l'eau. Qu'est-ce que le maire fait? Moi, les réseaux de l'eau, c'est pas moi qui donne de l'eau aux gens. Je me bats. Je fais en sorte que les bouteilles arrivent. Je fais en sorte qu'à la préfecture, que je sois physiquement présent. Je fais en sorte de dire les choses. Et puis on travaille en intelligence. Avec Bruno Nestor-Azero, quand il faut s'agir de trouver des solutions, on les cherche ensemble pour interpeller le fermier. Ça fait des dizaines d'années. Mais monsieur Marajo, je vous pose une question. C'est pas de ma non, faute. Non, mais je vous, mais je vous interroge. Comment vous pouvez, parce que... je vous dis, quand vous avez une canalisation qui date des années 60, oui. Comment vous pouvez imaginer que la canalisation va péter à tel endroit, va casser à tel endroit? Attendez, je vais jusqu'au bout. Pamphile, attendez. Monsieur Pamphile, on a le temps, et puis les gens attendent des réponses. Sur leur facture d'eau, oui. Il y a une ligne oui. qui, théoriquement, correspond à de l'argent qu'on leur prend pour entretenir les réseaux. Vous êtes d'accord? Bon, pendant des décennies, les gens qui payent l'eau en Martinique, tout le monde ne paye pas l'eau, mais les gens qui payent l'eau ont contribué à constituer une espèce de fonds que les exploitants devaient utiliser pour réparer les réseaux. Au-il agent à passer? Ma réponse sera simple, monsieur Marajo. Il faut mettre ceux qui ont des responsabilités devant leurs responsabilités. Il faut mettre ceux qui exercent les responsabilités en matière d'organisation, de structuration, que ce soit les fermiers ou les collectivités qui en avaient la responsabilité, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Mais je n'ai pas peur de dire qu'il faut qu'on soit devant... Je suis conseiller communautaire. Oui, vous êtes à Cap-Nord. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mais quand est-ce que vous allez porter plainte contre les fermiers Retenez que Cap-Nord a fait, il n'y a pas très longtemps, 1,8 km de réseau. Oui. Et on va continuer à faire les réseaux. Ça ne suffit pas. Mais attendez, mais ça a été fait. C'est un premier pas. Sauf que quand vous réparez 1,8 km de réseau et que vous avez de l'eau qui arrive en puissance... Ça pète le réseau en aval. Ça casse les autres parties du réseau. Donc ça veut dire qu'il faut continuer, il faut poursuivre. Et je le dis... Et pourquoi on ne continue pas? Et je le dis, le président de Cap-Nord a pris déjà la décision de dire il faut que l'on puisse continuer à le faire. Je ne parle pas pour lui. S'il faut qu'il le dise, il le dira lui-même. Mais pour continuer, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, au moment où je vous parle, là où les sommes sont prélevées, parce que c'est le fermier qui prélève la somme sur les factures. Donc, ça veut dire que les sommes qui sont prélevées doivent pouvoir servir là où elles doivent être dépensées. Et j'ai dit aux fermiers, si vous n'avez pas distribué de l'eau, ce n'est pas une question de paiement de facture, parce que l'eau n'a pas été distribuée. Par contre, sur les abonnements qui sont payés par les contribuables et les usagers, vous ne pouvez pas prélever le même montant d'abonnement parce que l'abonnement, la prestation n'a pas été effectuée. Et il faut qu'on soit clair sur ça. Ça, c'est la grève, mais... Non, je ne parle pas de la grève. Je parle de la distribution de l'eau, pas de la grève. Donc, je parle de la distribution de l'eau. Oui, il y a eu la grève et puis il n'y a pas eu d'eau pendant un moment. Quand le réservoir n'est pas rempli, et ça n'est pas, je détache ça de la grève, et que l'eau n'est pas distribuée, ça relève de la responsabilité du fermier. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. L'argent a disparu. Non, là, M. Marajo, je ne sais pas si l'argent a disparu, et l'argent ne peut pas disparaître. Il aurait dû servir à réparer la totalité du réseau. Je ne sais pas si... Vous savez, là, sur cette question-là... On dirait que vous tentez de l'éviter. Non, parce que vous me mettez un peu dans l'embarras. Parce qu'il y a des mots qui sont forts, les mots que vous prononcez sont relativement forts. Quand vous dites que l'argent a disparu, soyons clairs, M. Marajo, quand un argent disparaît alors qu'il devait être visible, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a pris. Oui, il y a eu du vol. Et je ne peux pas, moi, sans preuve, affirmer quelque chose. Non, mais attendez, je ne peux pas le faire sans preuve. Il y avait des millions d'euros qui étaient destinés à la réparation des réseaux. Les réseaux n'ont pas été réparés. Vous venez de le dire. Il faut qu'il y ait des habitants. Il y a des usagers, il y a des associations de défense des consommateurs. Il faut que ces structures-là portent plainte. Pourquoi ça ne viendrait pas des élus? Mais non, M. Marajo. Pourquoi le maire du Lorrain ne fait pas le calcul suivant? Des millions d'euros chaque année, des dizaines d'années, donc des dizaines de millions d'euros qui auraient dû être affectés à la réparation des réseaux, ne l'ont pas été. J'invite les habitants, j'invite les associations de défense qui existent, Sud, Nord, Centre, qui se sont lésés et qui ont été floués parce qu'ils estiment que les sommes ont été prélevées et que les prestations n'ont pas été réalisées,
de se constituer devant le tribunal et de porter plainte. Et les responsabilités seront cherchées. Vous Pour ce savez qui me concerne, je suis en paix, parce que je considère que jusqu'alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas eu à exercer ce genre de responsabilité, mais je suis attentif à ce que, quand il n'y a pas d'eau dans le robinet, mais que les personnes, pour leur hygiène, pour la vie sanitaire simple, que les gens aient des bouteilles d'eau pour continuer à vivre. Vous n'étiez pas satisfait, à l'époque, des choix qui avaient été faits par Cap Nord en matière d'attribution du fermage, c'est-à-dire de l'exploitation, et vous étiez très remonté. Et puis on avait cru comprendre que vous disiez que tout ça n'était pas très transparent. Non. Vous vous rappelez? Oui, oui, oui. Je vais vous dire. Attendez. Je vais raconter l'histoire aux gens. Et vous avez même gagné, d'ailleurs, puisque la première affectation qui avait été faite il y a 5 ans ou 6 ans à la SME avait été cassée. OK? Donc, ce moment a été particulièrement dur pour Cap Nord. Ils ont relancé la machine et la SME a fini par l'obtenir. Est-ce que vous pensez que ces marchés d'attribution d'eau sont suspects? Non, non. Alors, ma position est très claire sur le sujet. La première fois où il y a eu la problématique de la délégation de services publics sur l'eau, ma position avait été de dire, dès le départ, que je suis favorable. À l'époque, c'est le président Alfred Monthieu qui était président de Cap Nord. J'ai dit de manière transparente, très claire, dès le départ, qu'il faut une gestion publique de l'eau. C'est ce qu'on appelle une régie. Une régie. Et j'ai expliqué que la ville de Paris a organisé et structuré une régie en une année. Et elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Elle n'est pas la seule. Mais j'ai pris cet exemple-là Il y a Lyon. J'ai pris cet exemple-là pour illustrer mon propos. Et j'ai dit, si la ville de Paris a été en capacité de constituer une régie en une année, prenons 2 ans. Au lieu de partir sur une délégation de services publics, partons sur la constitution d'une régie publique de l'eau, de gestion publique de l'eau. Et j'ai rajouté qu'en Martinique, qu'il y a des personnes, à l'époque on l'appelait la SNDS, il y avait des agents à la SNDS qui étaient des ingénieurs, des techniciens, des personnes qui avaient la maîtrise et la bonne connaissance du réseau. Je ne comprends pas pourquoi, dans une régie, on ne pouvait pas récupérer ces personnes-là et les mettre à travailler pour la Martinique et pour une régie publique. Je n'ai pas été suivi. J'ai pas été suivi. On a bien envie de savoir pour quelle raison. Je ne sais pas, mais j'ai pas été suivi. Ma position a évolué. Oui. Ma position a évolué. Aujourd'hui, je regarde un peu comment les choses se passent ici, ailleurs, là-bas, parce qu'il ne faut pas rester non plus debout, les 2 pieds dans le même sabot. Je pense qu'il faut à la fois un mixte entre une régie publique instillée avec un peu de ce que j'appelle de privé, pour permettre effectivement à la fois sur la qualité de la distribution, la qualité de gestion de réseau, la qualité de structuration et d'organisation pour faire qu'on ait un système de bonne qualité. Il y a des exemples qui doivent servir. La seule régie publique aujourd'hui qui existe en Martinique, c'est Odyssey. Oui. Tout le monde sait aujourd'hui la situation d'Odyssey. Moi, ce que je dis, l'exemple d'Odyssey doit pouvoir nous aider, nous servir pour que dans le territoire du Nord, en particulier, maintenant ça peut s'étendre à toute la Martinique, puisqu'il y a une initiative qui a été prise par la CTM pour aller vers une autorité unique de l'eau. Moi, j'y suis favorable, mais je pense qu'il faut absolument rendre beaucoup plus transparente cette gestion et de sur quoi la rendre publique. Alors, Justin Pamphile, je pense que les gens qui sont devant leur écran sont avides d'un peu plus de précision. Nous allons évidemment les satisfaire dans la deuxième partie de cette émission. Ne bougez pas, on revient tout de suite. On en tient un vrai, un homme politique qui avait soi-disant renoncé à la politique au bout de 3 mandats, mais bon, il va en faire 5 ou 6, c'est pas grave. On va laisser tomber la corruption, on va mettre ça de côté. Justin Pamphile, vous êtes prêts? On passe à la seconde partie de cette émission. Si je vous dis Catherine Conconne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Amitié. Et la dernière fois, vous aviez un peu d'hésitation. Mais là, je crois que quand vous avez franchi le Rubicon, il semblerait que vous ayez constitué une espèce de petit pacte. Alors, laissez-moi développer. Ne me dites pas non avant que je puisse poser la question. Il semblerait que vous soyez déjà réconcilié avec Bruno Nestor Azero.
Je n'étais pas fâché avec Bruno. C'est plutôt Bruno qui était fâché avec vous? Non plus, on n'était pas fâchés. Je pense qu'il y avait peut-être des petites incompréhensions, mais il n'y a jamais eu de fâcherie humaine personnelle, jamais. Non, mais je suis sincère, monsieur Marajo. J'adore les petites incompréhensions. Non, je pense qu'il y a eu... Et puis vous savez, parfois, je vais vous dire, quand vous dites par exemple qu'on s'est réconcilié, il y a des gens qui sont fâchés parce qu'a priori, on se serait réconcilié. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est impressionnant non, mais quand même. Impressionnant. Alors, Bruno Nestor à 0, Justin Pamphile. Oui. Catherine Conconne. Bruno Nestor à 0, je rappelle, nous travaillons ensemble à Cap-Nord, pour le nord de la Martinique. Bien évidemment, donc, il ne peut pas y avoir de fâcherie. Oui, mais vous n'avez pas toujours été copains. À côté, Catherine Conconne. À côté, alors là, un individu qu'on n'attendait pas du tout dans cet attelage, Félix Mérine. De temps en temps, vous vous rencontrez? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, attendez. Non, pas et du David tout. Zobda. Non, je vois David dans d'autres circonstances. Alors, il y a des gens qui parlent d'une espèce d'alliance future pour la CTM. Bah, Monsieur Marajo, je suis très heureux d'être venu sur ce plateau et d'apprendre autant de choses. Oui. Parce que je ne suis pas au courant du tout de ce que vous êtes en train de me dire là. Peut-être que ça peut se faire dans l'avenir, j'en sais rien. Mais au moment où je vous parle là, de manière très sincère, je ne suis pas au courant de tout ce que vous me dites là. Vous y seriez opposé? Mais moi, ce que je veux, c'est que la Martinique gagne. Oui. Et si la Martinique, au travers des 4 noms ou 5 noms que vous avez cités, peut gagner, je suis favorable à faire gagner la Martinique. Vous avez sacrément évolué quand même. Hein. Non. Et quand je dis faire gagner la Martinique, c'est sous la base de notre premier propos de tout à l'heure, sur la question de l'évolution institutionnelle. Oui. C'est comment on va résoudre les problèmes des Martiniquais. Parce que parmi les 5 personnes qui sont là, ils ne sont pas tous d'accord sur l'évolution institutionnelle. Vous voyez, donc ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas tant la question de comment on va faire pour faire un attelage. Moi, je ne suis pas pour un attelage. Moi, je suis pour, est-ce que les personnes qui veulent, pourquoi elles veulent y aller? Qu'est-ce qu'on veut faire à la CTM? Alors, j'ai bien compris que, a priori, vous étiez dans un groupe politique à l'Assemblée de la CTM, on est bien d'accord, qui n'a rien à voir avec ces gens-là. On est bien d'accord. Mais je sais le Grand Assemblée ne ressemble pas, sans jeu de mots, à l'attelage dont je viens de vous parler. Mais je ne connais pas cet attelage-là. C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que... Mais vous me dites que tous les gens qui sont là, c'est des gens avec qui... Mais c'est des gens honnêtes, c'est des gens corrects. Non. On n'a pas mis en... l'honnêteté, c'est pas... On n'a pas mis en cause leur honnêteté. Valable. On vous a dit... Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec ces gens-là? Et vous répondez oui. Non, je ne suis pas à ce stade-là. Moi, je suis au stade... Vous savez, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je pense qu'il y a des élections municipales d'abord. Il faut gagner les élections municipales pour ceux et celles qui seront candidats. Et après, on verra. Moi, il n'y a pas de plan sur la comète. Je ne suis pas en train de faire des plans de carrière. La Martinique n'a pas besoin de ça. Non. Tous ceux qui font des plans de carrière parce qu'ils estiment qu'ils sont aujourd'hui, c'est leur moment et c'est leur temps pour la Martinique, je leur dis stop. Ce n'est pas de ce dont la Martinique a besoin. La Martinique a besoin d'hommes et de femmes qui prouvent par leur travail qu'ils sont engagés et qu'ils réussissent. Est-ce que vous êtes encore... Si ils réussissent, je dis aux Martiniquais, faites-leur confiance. Très bien. Est-ce que vous êtes encore au Grand Assemblée? Oui. Il n'y a pas eu de... Vous ne m'avez pas entendu faire de déclaration de départ intempestive. Non. Je suis au Grand Assemblée. Je ne suis pas parti. Et voilà. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. On a l'impression que vous n'êtes même pas arrivé. C'est-à-dire? Vous dites je ne suis pas parti. On ne vous voit pas. Si. Il n'y a pas... si. Attendez, il n'y a pas de déclaration commune. Ah si, vous vous trompez, Monsieur Marajo. On vient de signer ensemble un manifeste, je vais vous l'envoyer si vous ne l'avez pas, où j'ai signé ce manifeste. Je n'ai pas, vous savez, nous sommes dans un pays fantastique, où tout se dit, tout s'écrit, tout se pense, les gens imaginent un certain nombre de choses. Limite, on aurait fait une série que ça aurait du succès. Moi, je vous dis de manière très simple, ma position n'a pas varié. Je fais la part des choses dans les responsabilités qui sont les miennes. Quand je suis président de l'Association des maires, je ne suis pas au Grand Assemblée, mais quand je suis à l'Assemblée en Martinique, en plénière à la CTM, je siège avec le Grand Assemblée. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas pour moi. En tout cas, pour les électeurs actuels et potentiels, il y a quand même un certain nombre de questions qui méritent d'être éclaircies. Bien sûr. Il est quand même surprenant que quelqu'un comme Bruno Nestor à 0 appelle à voter contre vous aux élections législatives il y a quelques mois et que vous puissiez
être bras dans bras. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un ne vote pas pour vous, vous devez être fâché Ah avec non, lui? non, non, c'est pas qu'il ne vote pas pour vous, qu'il appelle à voter Mais ça me contre dérange. vous. Non, c'est la démocratie. Mais si, mais attendez, c'est la démocratie. Il a peut-être à ce moment-là, il avait certainement des raisons qui ont fait qu'il a fait le choix à l'époque de Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau. Aujourd'hui, s'il fallait recommencer? Non, aux dernières élections législatives, il a fait le choix de ne pas le soutenir. Non, il n'a pas soutenu Marcelin Nadeau aux dernières élections. Non, 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 je persiste. Il ne l'a pas soutenu parce que, je peux le dire ici, Marcelin Nadeau sur le terrain a une posture et une attitude qui n'est pas une attitude qu'un député devrait avoir. Pourtant, il remporte l'élection à Sainte-Marie. Mais c'est parce que les électeurs l'ont choisi. La démocratie. Et vous verrez, aucun de ceux que vous avez cités, Bruno Nestor Azero, moi-même, vous ne nous verrez pas dans une posture offensive. Il a été élu député, bravo, on le félicite. Maintenant, il faut qu'il se mette au travail. Elle est excellente. Parce que ça fait quelques années quand même qu'il a été élu. Rappelons-le quand même. Attendez, monsieur Barajo, et réélu entre-temps. Quand vous êtes allé sur ce terrain-là, je vous réponds. Quand je dis qu'il faut qu'il se mette au travail, je suis très sérieux quand je dis ça. Se mettre au travail, c'est répondre de manière concrète aux difficultés que les Martiniquais rencontrent, et singulièrement dans le territoire du Nord, et pas de faire de l'esbrouf ou éventuellement essayer de couillonner les gens dans des positions... Vous l'accusez de ça? Non, non, non. Je dis simplement ce que j'entends ici ou là sur le terrain. On a besoin d'un député qui ne se mélange pas et qui ne vient pas s'immiscer dans les affaires communales. On a besoin d'un député qui prenne de la hauteur et qui, sur les postures et les décisions, les textes qui doivent être votés à l'Assemblée nationale, mais on n'a pas besoin de députés qui viennent faire de la petite besace politicienne dans les communes. Peut-être qu'il a des ambitions pour la CTM. Mais ça se gagne comme ça, la CTM. Non, pas à Paris. Je vais vous dire quelque chose. Et je pense que si un temps soit peu, on doit mettre de la propreté dans la politique martiniquaise, on ne gagne pas en détruisant les autres. On gagne parce que votre lumière brille. Et s'il veut gagner la CTM, il n'a qu'à faire briller sa lumière et par conséquent, ne pas penser qu'il faut détruire les autres pour pouvoir briller soi. Vous avez des faits qui illustrent cette volonté de destruction? En prenant position sur le terrain contre je dirais des situations communales, en allant faire campagne sur le terrain alors que c'est pas là dont on a besoin. C'est pas là qu'on a besoin de lui. Mais je vais pas faire une histoire. Vous ne me citez pas des choses très précises là. Non, je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, je veux pas. Vous savez, je veux rester là où les Martiniquais ont besoin de nous, dans le travail. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un cancan sans maman sur qui doit faire ou pas des abribus à la Martinique. Au Lorrain, j'ai pris la décision de faire des abribus. Et pas parce que ça relève de ma responsabilité, c'est parce que les personnes qui doivent être à l'abri, ce sont des Martiniquais, ce sont des Lorinois. Donc, je fais des choix qui sont des choix de responsabilité pour répondre aux besoins de mes habitants. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et les petites politiques politiciennes... Il y a quelqu'un qui vous empêche de faire ces abribus? Écoutez, si je dois m'en tenir à des responsabilités, ça ne relèverait pas de la responsabilité du maire. Non, ça ne relève pas de la responsabilité du maire. Mais quand je regarde un Lorinois, c'est un Lorinois. C'est pas quelqu'un de la CTM, c'est pas quelqu'un de Cap-Nord, c'est un Lorinois. Je réponds à cette problématique. Et Marcelin Nadeau vous empêche de faire vos abribus? Non, pas des abribus. Non, pas des abribus. Mais moi, je redis ce que j'ai dit. Un député doit prendre de la hauteur. Un député doit s'occuper de la responsabilité qui est la sienne et ne pas venir semer le trouble dans des territoires communaux. Et singulièrement, je pense que je ne suis pas le seul à le lui dire. Il y a des gens dans son propre parti qui le lui disent. Il devrait les écouter. Très bien. Ça va être chaud quand même, les élections à la CTM. C'est dans 2 ans et demi. Non, mais je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, moi je pense que c'est la démocratie. J'en redis au risque de me répéter, c'est la démocratie. Et que la démocratie veut que chacun qui pense qu'il peut apporter sa contribution au pays et que les habitants devront à un moment donné faire des choix, eh bien, ils vont présenter l'offre de développement, de perspectives qu'ils ont pour le pays Martinique et les habitants, les Martiniquais vont faire leur choix. Allons parler de ce qui justement fait le quotidien des Martiniquais. L'ultra-violence qui part dans tous les sens, là, on fait comment? Il faut que quand on a fait le contrat territorial, on a fait le bilan du contrat territorial de sécurité avec le préfet, avec l'administration d'État, avec les élus, le président du conseil exécutif était présent, moi-même je l'étais, quelques socioprofessionnels, le port, etc., etc., les élus du territoire.
les choses sont claires, les chiffres sont connus. Les chiffres qui sont des chiffres recensés sont connus. Très certainement qu'il y a des choses qui passent à travers la trappe. Quand on saisit une trentaine de kilos de tonnes de cocaïne, c'est ce qui est saisi. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a, je dirais, un tonnage qui serait passé à travers la trappe et qui serait arrivé en Europe, puisque c'est la destination, je dirais, du trafic. On a identifié un certain nombre de choses. La provenance de cette cocaïne, le cheminement qui est fait dans la Caraïbe, l'organisation du narcotrafic tel qu'il se déploie et avec les violences que l'on voit, la criminalité qui se développe autour, et puis les moyens qu'il faut mettre, je dirais, en face. Les moyens, ce sont des moyens humains, les policiers le disent, les syndicats de police l'expriment. La coopération telle que le préfet l'a montré il n'y a pas très longtemps sur les questions de sécurité, il faut l'accentuer. Il dit lui-même qu'il faut connaître la PEG, il faut connaître les bandits, d'où ils sortent pour faire en sorte. Il faut continuer à surveiller l'environnement territorial de la Martinique avec les radars, les drones. Il faut continuer à surveiller l'aéroport. D'ailleurs, on est très étonné que le préfet aille négocier avec le gouvernement Saint-Lucien l'arraisonnement de bateaux dans le canal. Et il n'y a pas un seul homme politique avec lui. Parce qu'il est dans ses fonctions, il est dans les responsabilités qui sont les siennes, de faire en sorte que sur des questions qui sont des questions aussi sensibles et aussi relevant du régalien, eh qu'il puisse faire son travail. Maintenant, il aurait pu s'embarquer avec vous. Maintenant, ce que nous, on a demandé au préfet, et il l'a fait, et je l'en remercie, et tous les élus lui disent merci, c'est qu'il y avait à un moment donné une certaine relative opacité sur des chiffres dont on n'avait pas connaissance. Évidemment qu'on était assis devant la table et on découvrait parfois les chiffres au moment où ils nous étaient donnés. On a demandé que nous soyons informés de la réalité de ce qui se passe à la Martinique pour que nous ne soyons pas comme des pots devant une table et puis qu'on ne sache pas exactement ce qui est fait. Maintenant, on le fait, ça se fait. Et je finissais sur le port, sur l'aéroport, et puis faire en sorte que des réseaux qui pourraient se constituer à la Martinique puissent être démantelés. Parce que quand vous avez de la drogue qui est coupée, retravaillée, de la drogue qui aujourd'hui circule de manière libre, et puis des prix qui sont parfois des prix qui sont, entre guillemets, qui les rendent accessibles à tous, moi je pense qu'il faut accentuer le travail sur le narcotrafic. D'ailleurs, j'ai eu à dire en préfecture que le problème que nous vivons à la Martinique n'est pas un problème martinico-martiniquais, c'est un problème national. Et que si on a un problème national à la Martinique, eh bien, il faut déployer les moyens de la nation française pour faire en sorte que les 30 tonnes de cocaïne qui arrivent dans les ports français eh bien, soient bloquées et que ce que les États-Unis ont fait à un moment donné pour empêcher d'entrer sur leur territoire, eh bien, que la France puisse faire la même chose. Très bien. Alors revenons à un autre élément du quotidien que vous connaissez, dont vous vous occupez également, ce sont les déchets. Alors quand je dis vous vous en occupez, simplement le fameux SMTVD, le syndicat mixte, qui s'occupe des déchets, c'est un peu l'émanation des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, dont Capnon. Ça ne va pas du tout, SMTVD. J'ai écouté le président du SMTVD ce matin d'ailleurs, ou hier matin en radio. Il a dit tous les efforts qu'il a déployés pour établir la situation financière, pour remettre en place une organisation avec le peu de cadres qu'il avait. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Je fais simplement, je répète, avec entre guillemets, il a prononcé des mots relativement durs sur trafic, vol, etc., etc. Non, mais c'est la vérité. Mais c'est ce qu'il dit lui. Parce que il est président. Vous savez que ça se traduit sur un plan judiciaire. Il est président, donc il dit ce qu'il vit et ce qu'il a vécu et ce qu'il sait. D'ailleurs, il s'est constitué devant les tribunaux. Il a porté plainte devant les tribunaux. Oui, parce qu'on lui a arrêté des camions. Oui. On a pris, je dis on a pris les cartes d'essence de ces camions et on a été faire de l'essence, et qu'il a payé d'ailleurs, alors que les camions ne circulaient pas. Vous êtes mieux informé que moi, M. Marc. Enfin, je suis aussi informé que lui. Oui. Donc, je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. La seule chose que je sais, c'est que ce que vous dites là, je l'ai entendu comme vous. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre de trafics qui ont été identifiés, arrêtés. Et aujourd'hui, au SMTVD, moi, ce que je souhaite, simplement, l'environnement social tel je le vois aujourd'hui, grève à la SOR,
grève au SMTVD, grève du transport. Je trouve que ça commence à faire beaucoup et que, particulièrement sur le traitement des ordures, c'est un sujet qui est tellement sensible. Je pense qu'il faut rapidement trouver une solution pour éviter que l'on ne sombre à nouveau dans de l'enlisement. Parce que ça serait extrêmement grave pour la Martinique. Sans jeu de mots, l'enlisement en question, il y a des alvéoles dans lesquelles on met les ordures, notamment les ordures ménagères. Elles sont pleines à ras-bord au SMTVD. Il y en a une qui est pleine de ce qu'on appelle le lixivia, c'est-à-dire le jus, le fameux jus des ordures. Et on se dit que la Martinique serait obligée d'exporter ces ordures. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Le préfet voudrait fermer le SMTVD. Mais vous, le SMTVD, c'est votre bébé à Cap-Nord. Vous le financez. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre de l'ordre dans tout ça? Monsieur Barajo, vous abordez un sujet qui est un sujet complexe. Il est tellement complexe que... allez, je vais vous aider à rajouter un élément, la troisième ligne de four. Alors, allons expliquer aux gens. La fameuse troisième ligne de four, c'est l'incinérateur de Fort-de-France. Alors, il paraît que les élus de Fort-de-France ne veulent pas de cette troisième ligne de four parce que c'est déjà difficile avec les riverains. Mettre une troisième ligne, ça chaufferait davantage. Mais je réponds simplement en mettant sur la table une problématique qui est liée à ce que vous avez dit, c'est la question de l'exportation d'ordures. Oui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit... C'est une catastrophe, ça, pour l'évolution institutionnelle. Des gens qui sont obligés d'exporter leurs ordures, qui veulent être un peu plus autonomes. Ce que je vais dire là n'est pas un exemple à suivre, mais il y a d'autres pays où ça se fait. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Non, mais attendez, on exporte vers des pays, entre guillemets, plus pauvres. Là, on exporterait vers un pays riche. Formidable. Ce ne sont pas des exemples à suivre. Oui. Donc, ça veut dire que sur la question du traitement des ordures, les Martiniquais, dans leur ensemble, pas que les élus, parce que je pense qu'il faut parfois qu'on arrête de flageller ceux qui essayent de faire avec les moyens qu'ils ont, la question, par exemple, du tri. Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces en matière de tri. Les derniers chiffres que j'avais donnaient qu'en Martinique, ou de manière globale, la précision n'est pas exacte, mais on était sur du 19 kilos. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes en train de stigmatiser les Martiniquais? Non, je dis simplement que quand un pays est développé, quand un pays veut justement structurer même ses ordures, il faut que nous soyons en capacité de faire ce que j'appelle du tri. Cap-Nord le fait, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, Cap-Nord. Cap-Nord a fait quelque chose d'extraordinaire que d'autres ont suivi, c'est le tri Bocaï. Le tri Bocaï, nous venons en proximité, dans les quartiers, dans les villes, où les gens peuvent emmener leurs déchets, les 2-3 heures, ce qu'on appelle les machines à laver, les réfrigérateurs, et Cap-Nord emmène les bennes. Les bennes sont récupérées, le tri est fait. Donc ça veut dire qu'en venant en proximité, gratuitement, pour le particulier, pas pour la collectivité, puisqu'il faut mettre des personnes et des bennes. Gratuitement pour le particulier, on fait en sorte que le territoire soit assaini. Il faut continuer. J'ai l'impression que vous voulez éviter de me répondre sur cette question. Ah non, du SMTVD ? Non, mais on comprend parfaitement que les Martiniquais doivent faire des efforts, comme les autres Français. Simplement, quand un certain nombre d'élus détournent au total pour 80 millions d'euros, là, il n'y a pas eu de tri, là. Mais ils sont devant les tribunaux. Non, ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez à Cap-Nord pour mettre de l'ordre dans ça? Par exemple, les gens qui constituent, on va dire, le syndicat, le conseil syndical, pourquoi vous avez remis les mêmes personnes qu'avant? Mais c'est pas moi qui ai remis. Non, mais vous auriez pu protester en disant, attendez, allons échanger ces gens-là. Les gens se sont portés volontaires, certainement, pour y aller. Moi, pour continuer? Il y en a qui, peut-être parce qu'ils sont honnêtes dans le travail qu'ils ont fait. Tous, vous savez, c'est pas tous pourris. Hein. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais je veux vous dire qu'il y en a peut-être certainement qui ont souhaité continuer le travail qu'ils faisaient, d'autres des nouveaux qui ont voulu y aller parce qu'ils y ont peut-être vu l'Éden ou le Graal. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je n'y suis pas. Je suis attentif au Heureusement pour vous. Hein. Non, parce que vous savez, j'essaye de rester loin de là où il y a un peu d'ordure et un peu des choses nauséabondes. Mais je suis honnête. Particulièrement sévère, là. Non, j'ai dit j'essaie de rester loin de ce qui peut être nauséabond. Et j'ai pas dit parce que vous considérez que c'est nauséabond, en fait. C'est vous qui dites ça depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vous. Moi, j'essaye de répondre le plus intelligemment possible par rapport à vos interrogations. La seule chose que je sais, j'entends ce que dit le président, je vois la volonté des trois présidents. Il est désespéré, le président. Je vois la position des 3 présidents de PCI qui se réunissent régulièrement et qui viennent sur ces sujets-là essayer de chercher des solutions pour répondre aux attentes des Martiniquais. Le SMTVD a de l'avenir?
Ben, on n'a pas le choix, M. Marajo. On n'a pas le choix. Là où il y a une difficulté, il faut l'assainir, il faut trouver les réponses. Et ce que le président a dit hier matin ou ce matin, j'ai trouvé ça particulièrement dur et violent et inquiétant. Et inquiétant parce qu'il a, il a voulu dire aux gens arrêtez. Et quand j'entends certains Martiniquais, pas tous, dire les élus, mais je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent au SMTVD. C'est vers ces gens-là qu'il faut aussi s'adresser, pas qu'aux élus, parce que les élus cherchent des solutions avec les partenaires sociaux, avec ceux qui y travaillent. Maintenant, je dis, il ne faut pas fustiger, il ne faut pas dire que c'est la faute de l'un ou la faute de l'autre. Il faut que tous les Martiniquais, quand on parle d'évolution institutionnelle, quand on parle de responsabilité, je redis, la responsabilité, ce n'est pas une feuille de papier, ce n'est pas une incantation, c'est une posture, c'est un engagement pour son pays, et ça va du plus grand au plus petit. Nicolas Sarkozy va probablement intégrer une cellule. Je pense qu'on a franchi une limite, là, une espèce de... comment dirais-je, de décisions fortement improbables dans les années 80-90, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Est-ce que ce n'est pas un signal à destination de l'ensemble des élus, et en particulier des élus martiniquais, en leur disant on a sifflé la fin de la récréation? Ben, en tout cas, moi, je ne jouais pas dans cette cour-là, et je ne sais pas. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour me dédouaner. Hein. C'est pas ça. Je ne suis pas le chevalier blanc et puis les autres. Non, non, c'est pas ça. On a fait un petit calcul. Il y a une dizaine de maires en Martinique qui sont soit déjà condamnés, soit dans des procédures judiciaires. Mais ils ne sont pas condamnés pour association de malfaiteurs. Ah, mais je n'ai pas fait le lien. Non, mais si, vous avez parlé de Sarkozy. Oui. Donc non, mais... je réponds. Oui. Mais la seule chose que je dis simplement, c'est que si la justice peut assainir et mettre de l'ordre, très bien. Je suis content. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les personnes qui viennent en politique entendent bien que là, aujourd'hui, on vient servir, on ne vient pas se servir. Vous êtes sensible à ce, oui. à ce changement de paradigme? Mais je n'ai jamais été... Enfin, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de problème sur ça. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle au sens que ça met de l'ordre, ça nettoie. Et ceux qui pensaient peut-être qu'ils seraient venus faire fortune vont chercher une autre direction à prendre. Et c'est pas là. Vous savez, c'est l'argent des contribuables. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut faire la part des choses entre ce qui serait de leur bien privé et de l'argent public, mais il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient dites et que les sanctions tombent pour permettre effectivement que ceux qui voudraient venir s'enrichir prennent la fuite et aillent ailleurs et qu'ils ne viennent pas, sur le champ de la vie publique, là où il y a des fonds publics. Allons parler de vous, un tout petit peu. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous nous avez dit... Les élections législatives, ça ne m'intéresse plus. Je le répète. Vous confirmez? Je confirme, je l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi on me repose à chaque fois cette question. Ben vous êtes devenu pote avec le faiseur de député du Nord. Non, je suis ferme dessus, je l'ai dit, je l'ai répété. Alors, c'est peut-être parce qu'on a du mal à croire ce que je dis là, sur ce sujet-là. C'est un problème de crédibilité. Non, je pense que les gens ont du mal à croire que... Allons changer d'élection. Oui. Allons changer d'élection. Vous êtes candidat au municipal, ça c'est un secret pour personne. Je l'annoncerai aux Lorinois en priorité. Bon, très bien. Et la CTM? Monsieur Marajo, mais pourquoi vous voulez sauter des étapes? Non. Vous savez, quand dans vous m'avez dit, les étapes après les municipales, présidentielles, ne me faites pas croire que vous êtes candidat aux présidentielles. Non. Mais non. Vous n'êtes pas. Ensuite, c'est les législatives, vous n'êtes pas candidat aux législatives. Donc moi, je prends l'élection qui suit. L'élection qui suit, c'est la CTM. Je vous réponds. Je pense qu'il ne faut pas franchir les étapes et il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que les Martiniquais n'apprécieraient pas que les étapes soient brûlées quand il y a des élections à une échéance. D'ailleurs, vous savez, moi je retiens qu'il y a quelques candidats qui ont dit il faut foutre Pamphile dehors. Qui a dit ça? Ceux qui se présentent contre moi, parce qu'ils ont estimé... Ah, au niveau local? Oui, au niveau local. D'accord. Parce qu'ils ont estimé que je ne vais pas dans le sens de ce qu'ils disent. Des mots qui sont parfois un peu violents, des mots comme ils n'ont pas droit à la parole, il faut les écarter, il faut dénier leur existence, des petits chiens. Excusez-moi, ce n'est pas ma vie publique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai des électeurs en face de moi, j'ai fait un travail pendant les 6 ans. Je leur demanderai, voilà le travail que j'ai accompli, je leur dis ce que j'ai fait, ils voient ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, si je dois leur demander de me renouveler leur confiance, ils le feront ou ils ne le feront pas. Mais je serai très transparent. Ensuite, pour la CTM, je pense que tout cela, c'est prématuré parce que la Martinique traverse
une période qui est une période complexe, vous l'avez dit vous-même, la sécurité, l'eau, le transport, les déchets, des sujets qui interpellent et qui, je sens, qui touchent les Martiniquais dans leur entité. Je pense qu'il faut, à un moment donné, quand on veut construire un projet comme celui-là, il faut prendre le temps à la fois de bien comprendre les enjeux, savoir où on veut aller, et puis dire aux Martiniquais ce que l'on envisage de faire. J'ai répété tout à l'heure que sur la question de l'évolution institutionnelle, ça c'est l'avenir, ça c'est des choses qu'il faut absolument préparer parce que personne n'est contre la responsabilité. S'il y en a un, il lève le droit. Et puis si on est aujourd'hui au présent, il faut régler les problèmes du présent. Et c'est parce que nous serons en capacité de résoudre les problèmes du présent qu'on nous fera confiance pour l'avenir. Donc, j'en conclus que vous êtes prêt, si la proposition vous est faite, de participer à la prise du pouvoir à la CTM. Tous les Martiniquais qui ont des... Moi, j'invite toutes les Martiniquais, toutes les Martiniquaises qui ont des solutions, qui ont des réponses et qui se sentent capables d'apporter des réponses à la Martinique, de s'investir dans la vie publique, dont moi. Je suis, comme eux, un artisan, je dirais, du sacerdoce politique. Je l'ai montré, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis au service de ma ville. Et je pense que les habitants voient ce que je fais, je dis ce que je fais. Maintenant, si à un moment donné, la décision doit être prise, je dirais, de travailler à une autre échelle, mais ça se fera en concertation avec ma population au Lorrain et puis avec la Martinique. Justin Panfil, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Vous allez revenir de toute façon. Et nous vous disons à la semaine prochaine.